Salut Internet. C'est l'actualité en ce moment, et puisque c'est aussi mon chez-moi, parce que pour ceux qui l'ignorent, je suis né et j'ai vécu la moitié de ma vie en Guyane, j'avais très envie de faire une vidéo dédiée à ce coin du monde si particulier et si méconnu. Alors aujourd'hui on va parler animaux et plantes bizarres, on va parler mythes effrayants, coutumes insolites, histoire historique, et évidemment un petit peu de géographie parce que c'est cool la géographie. Il faut savoir que cette vidéo est sponsorisée par un site / application que j'utilise énormément, ça s'appelle Audible et je t'en reparle un petit peu plus tard dans la vidéo. Ah oui, et évidemment, je risque de faire un poil plus de focus sur la Guyane que je connais beaucoup mieux. De plus, pour ceux qui ont vu ma vidéo précédente où je disais que j'allais révéler ma vraie voix au bout de 3 likes, bravo, on les a atteints, je vais donc la révéler en fin de vidéo. Allez, c'est parti. Et on commence très fort avec une rivière quasi bouillante qui coule dans la forêt amazonienne. De son petit nom Chanay Timchica, elle fait un petit peu moins de 9 km, se trouve au Pérou et a une température moyenne de 86 degrés. Le truc fou, c'est qu'il n'y a aucun volcan à proximité, c'est juste un phénomène de géothermie rarissime. Alors sur les photos, ça a l'air magnifique à voir, mais attention à ne pas tomber dedans. Amis arachnophobes, c'est le moment de fermer les yeux car voici une mygale saumonée. De son petit nom, l'Asiodora parahibana. Et voici mon araignée préférée, la majestueuse Theraphosa blondie. Ces deux mygales vivent en Amazonie et sont les plus grosses araignées au monde. C'est pas un mythe, il peut arriver qu'elles mangent des petits mammifères ou des piafs tombés du nid. Et pas d'inquiétude, même si leur morsure doit faire mal sa mère, leur venin n'est absolument pas mortel. Mais si vraiment tu flippes beaucoup trop, je te présente ta sauveuse, la guêpe Pepsis. C'est une guêpe gigantesque dont le passe-temps est d'attraper d'énormes mygales, de les piquer pour les paralyser, de pondre dans leur corps et de les laisser repartir vivantes. La larve de la guêpe, elle se nourrira de l'intérieur de la mygale, encore vivante. Et la vidéo que tu vois depuis tout à l'heure, c'est un moment de chasse rarissime qu'on avait pu filmer avec Margot il y a quelques années déjà. C'est bon les arachnophobes, c'est fini. Par contre, j'espère que vous n'avez pas la double phobie, les serpents sont omniprésents dans les mythes sud-américains, quelles que soient les cultures. Les plus connus sont le Yakumama et le Sachamama, qui sont au final assez similaires. Le Sachamama, c'est un serpent gigantesque de plusieurs dizaines de mètres de long qui est si gros qu'il a du mal à se déplacer. Il se tapit comme ça dans l'ombre de la forêt dans l'attente d'une proie. Le Yakumama est son équivalent aquatique. Souvent considéré comme la déesse de l'eau, c'est un serpent qui vivrait proche des cours d'eau, pareil dans l'attente de nourriture. La nuance étant qu'évidemment, quand tu navigues ou que tu te prélasses dans un fleuve, elle pourrait tout aussi bien être en train de se glisser sous toi, au fond de l'eau. Sans transition, un petit peu de géographie, on part au centre de la Guyane. Cette grande tache que tu vois, c'est le lac du barrage de Petit Saut, un énorme barrage hydroélectrique qui a créé ce lac artificiel. Pour aller au lac, une route, normalement interdite, sans autorisation, dans la pratique tout le monde l'emprunte quand même. De l'autre côté du lac, une piste, au bout de cette piste, uniquement accessible en quad ou en bon 4x4, le village de Saint-Élie, où vivent quelques centaines de personnes. Et c'est un des paradoxes à la française. Pour se rendre là, il faut emprunter une route, pour laquelle sur le papier il faudrait une autorisation, puis naviguer sur un lac qui lui est libre à la circulation, et ensuite faire 45 minutes de quad dans la boue en pleine forêt amazonienne. Faut quand même avoir envie d'y vivre à Saint-Élie. Et encore, je vous ai pas parlé de Saül, au fin fond de la forêt, uniquement accessible en hélico ou en petit avion. Voici le roucou, c'est un petit arbuste dont voici un fruit. Dans ce fruit, des petites graines qui sont utilisées pour colorer énormément de choses. C'est une super alternative à la fameuse poudre de cochenille. On l'utilise en France pour colorer certains fromages, mais en Amazonie, depuis belle lurette, il est utilisé pour les peintures corporelles et c'est aussi un super anti-moustique. Selon les avis, l'Amazone est soit le fleuve le plus long, soit le deuxième, juste derrière le Nil. Ce qui est sûr par contre, c'est qu'en termes de volume d'eau transportée, c'est largement le boss du game. Il a plus de débit que les 6 suivants dans le classement réunis. En même temps, il y a des endroits où sa largeur fait des dizaines de kilomètres, donc c'est assez normal. Et c'est le moment de parler de notre premier people du jour, mon boy Francisco de Orellana. En 1541, il est à Quito, en Équateur, et décide de s'enfoncer dans la forêt amazonienne à la recherche d'un truc rarissime, de la cannelle. Ouais, à l'époque, c'était rare en Europe la cannelle, ça valait plus que de l'or. Quoi qu'il en soit, il finit par se dire « Hey les gars, si on traversait tout le continent ?» Ouais, je mets un petit accent espagnol, c'est pour vous mettre dans l'ambiance. Finalement, il tombe sur l'Amazone, qui s'appelait pas l'Amazone à l'époque, et il le descend jusqu'à son embouchure. En cours de route, il s'est fait attaquer par des Amérindiens
amérindien, et c'est là que les versions changent un petit peu. C'était soit des guerriers hommes aux cheveux longs, soit des femmes. Quoi qu'il en soit, il est persuadé qu'il a croisé les légendaires Amazones, à tel point que le fleuve porte encore ce nom. Et si Francisco a descendu une partie de l'Amazone dans une embarcation, ce mec, Ed Stafford, est parti en 2008 de la plus lointaine source de l'Amazone et a descendu l'intégralité des 6500 km du fleuve à pied. Ça n'avait jamais été fait avant et c'est clairement une des expéditions les plus fantastiques de l'histoire. Il a quand même mis plus de 2 ans, le gars. C'est l'heure de l'instant réclame. Et puisqu'on parle d'expédition et d'aventure, c'est le moment parfait pour vous parler de Disparu dans la nature, un livre audio que j'écoute en ce moment sur Audible. C'est un bouquin qui parle de disparitions complètement folles. Puis voilà, comme vous le savez, hein, j'adore lire, c'est ce qui me permet notamment d'avoir toujours des choses à vous raconter, mais j'ai pas toujours le temps de me poser pour lire. Du coup, Audible a été pour moi la solution. Ça fait déjà plusieurs mois que j'utilise leur service, alors évidemment, quand ils m'ont approché pour sponsoriser cette vidéo alors que j'étais déjà client, et ben j'ai naturellement accepté. Le mieux, c'est de vous faire votre propre idée. Je vous mets un lien en description où vous avez une offre spéciale qui vous permet de télécharger 2 livres audio gratuitement le premier mois de votre inscription. Voilà, c'est cadeau. Et puis vous verrez, je vous ai même créé une page d'accueil spéciale où je vous liste mes bouquins préférés. Croyez-moi, vraiment, vous allez kiffer, c'est juste trop pratique. C'était l'instant réclame. Au début de l'exploration de l'Amérique du Sud, un lac est apparu sur une carte, le lac Parimé. On a longtemps pensé que c'était là que se trouvait l'Eldorado. Le seul problème étant qu'il n'a jamais existé, ce lac. Et pendant très longtemps, il a juste été copié d'une carte à l'autre. Il existe dans les cours d'eau d'Amazonie des dauphins d'eau douce. Son petit nom, c'est le Boto, le dauphin rose de l'Amazone. D'ailleurs, ce même dauphin est à l'origine d'un mythe amérindien. La nuit, le Boto pourrait se transformer en belle jeune femme ou beau jeune homme pour conquérir et attirer dans l'eau des jeunes personnes afin de les dévorer allègrement. Je trouve ça carrément traumatisant, moi. C'est censé être mignon, un dauphin. Parmi les peuples peu connus d'Amazonie, je me devais de te parler des Bushinangé. Ils vivent tous en Guyane ou au Suriname et descendent des populations d'esclaves de ce pays, justement. Si leur histoire t'intéresse, j'en ai un petit peu parlé dans une vidéo que je te mets en description, mais voilà, certains vivent encore dans des villages le long du fleuve Maroni. Ils ont juste une culture fantastique. Quelques chiffres un petit peu impressionnants quand même. 20% des espèces de poissons et 20% des espèces d'oiseaux vivent en Amazonie. Un piaf sur 5 dans le monde, et ben il vit dans la forêt amazonienne. Mais ça, c'est pas le pire chiffre. Moi, le chiffre qui me tue et qui te permet un petit peu de réaliser l'ampleur de ce qu'est l'Amazonie, on estime qu'au Brésil, si on compte vraiment tous les êtres vivants, hein, les plantes, les insectes, les mammifères, etc., on tourne autour des 2 millions d'espèces différentes. Le phosphore est un élément indispensable aux plantes et au bon fonctionnement de la forêt. Et chose assez folle, des vents remplis d'éléments comme du phosphore, justement, arrivent en Amazonie depuis le Sahara. Et on parle de millions de tonnes chaque année. Et c'est un cycle. Plus ou moins la même quantité de ces éléments sont éliminés par les différents fleuves qui rejettent le tout dans l'océan. C'est quand même fou de te dire que le vent ramène chaque année des millions de tonnes de quelque chose en passant par-dessus un océan. Un fruit qui ne s'ouvre qu'avec une scie, ça existe bel et bien. Voici le cupuaçu. Ultra populaire en Amazonie, c'est un cousin du cacao. Le fruit en lui-même vaut très cher parce qu'il est de plus en plus utilisé dans l'industrie cosmétique. Parmi les peuples amérindiens, le plus connu des moins connus est certainement les Yanomami. Ils sont encore quelques dizaines de milliers à vivre entre Venezuela et Brésil. Ils ont plusieurs particularités fascinantes, comme leur village par exemple. Ils n'ont pas de maison individuelle, mais plutôt un énorme bâtiment avec une cour centrale et tout le monde vit là-dedans. Je trouve que c'est un magnifique exemple de vie en communauté. Franchement, tapez Yanomami sur Google, lisez un petit peu sur eux, ils ont une culture très intéressante. Au milieu du XVIIIe siècle, une expédition scientifique française est montée pour mieux comprendre la forme de la Terre. Dans cette expédition qui se déroule en Équateur, Charles-Marie de la Condamine, le Rambo de l'époque. Après leurs différentes études, ses collègues scientifiques rentrent en France en bateau, depuis l'Équateur, mais Charles-Marie, lui, non, il veut de l'aventure. Il décide de traverser le continent pour rejoindre la Guyane française. Il veut cartographier l'Amazone et il espère rencontrer ces fameuses guerrières mythiques. Enfin bref, c'est le premier scientifique à faire véritablement le trajet. Il décrit énormément de plantes et il y fait beaucoup de relevés astronomiques. C'est le boss, la Condamine. La harpie féroce, l'oiseau légendaire d'Amazonie, un des plus gros aigles du monde, un chasseur solitaire, rarissime à voir, au territoire gigantesque. Pour te faire une idée de la taille, ce truc mange des singes et des paresseux, et il est extrêmement rare. J'ai vécu plus de 16 ans en Guyane, j'en ai vu une seule, de loin, et de dos en plus je crois, le Pokémon légendaire.
Ce cryptide nous vient de la partie péruvienne de l'Amazonie. Le Chulachaqui a deux formes. Soit il prend l'apparence d'une personne que tu connais afin de gagner ta confiance et de plus facilement te perdre au fond de la forêt. Soit il prend l'apparence d'un vieux monsieur, courbé, tout petit et avec une jambe d'animal. Là je comprends moins bien comment tu peux réussir à la suivre en forêt, mais bon. Certains papillons amazoniens boivent les larmes de tortues. Ça a été observé plusieurs fois, c'est assez insolite. Ils font ça parce qu'ils sont tout simplement à la recherche de sodium. D'ailleurs j'ai déjà expérimenté ce phénomène quand j'étais petit. Un ami, disons, avait fait pipi près d'une rivière et paf, des papillons sont venus butiner direct. L'Amazone transporte tellement d'alluvions, de terre et de matière organique que l'océan Atlantique est marron et trouble sur des centaines de kilomètres. C'est pour ça par exemple qu'en Guyane, l'eau à n'importe quelle plage n'est absolument pas transparente. Tu vois même pas tes pieds. Il semblerait que sous l'Amazone, à une profondeur de 4 km sous terre, se trouve une rivière souterraine quasiment aussi longue. Le terme scientifique de ce phénomène, c'est aquifère, et il faut quand même prendre le tout avec des pincettes. C'est une découverte très récente, complètement folle, mais qui a besoin d'être confirmée. Retour sur Google Earth, on zoome, et tada, voici Iquitos, la plus grande ville du monde qui n'est accessible par aucune route. Elle se trouve au Pérou, sur les bords de l'Amazone, et n'est donc accessible qu'en bateau ou en avion. On parle quand même d'une ville de quasi 400 000 habitants, c'est pas rien. Et oui, c'est vrai, si on dézoome un petit peu, là regardez sur l'image satellite, il y a bien une route qui part d'Iquitos pour aller à Nauta. C'est juste une autre petite ville tout aussi isolée. L'arbre cathédrale est un des plus gros et grands arbres de la forêt amazonienne. Il est très impressionnant avec ses racines tortueuses et porte son nom pour deux raisons. Déjà évidemment sa taille, oui, mais surtout parce qu'il est très utile si vous vous paumez en forêt. Lorsqu'on tape dessus, son tronc résonne à des kilomètres à la ronde. C'est très impressionnant à vivre. Regardez, là on avait fait le test avec Margot sur un spécimen malheureusement tombé. Notre dernier mythe pour aujourd'hui est celui du Maître-Bois, le maître des bois. C'est une créature qui serait née en forêt et, abandonnée par ses parents, serait devenue le maître des êtres vivants dans les bois. Il est très grand, il a une énorme barbe, des poils un petit peu partout, et il enlève quiconque se perd en forêt. Par contre, de l'autre côté, il mangerait que des fruits et relâcherait toujours ses prisonniers au bout de quelques mois, dès qu'il en a marre d'eux. Voilà, c'est une espèce de monstre qui fait quand même très peur, mais qui est gentil aussi. Pour finir, parlons un petit peu d'actualité, parce que les feux en Amazonie, c'est pas rien. Je voulais juste revenir sur un mythe, le poumon de la Terre, le fait que l'Amazonie produit 20% de l'oxygène. Et ben, c'est quand même bien plus compliqué que ça. Rien que les océans et le plancton produisent beaucoup plus. On estime entre 5 et 6% de la production d'oxygène par la forêt amazonienne. Alors attention, je dis absolument pas qu'il ne faut pas la préserver et que c'est pas catastrophique ce qui s'y passe, mais le plus simple, c'est de lire le super article sur le sujet fait par l'AFP Factuel qui débunk pas mal d'idées reçues. Je vous mets le lien en description. Et voilà, c'est le moment que vous attendez tous. Je vous l'avais promis parce qu'on avait atteint les 3 likes sur la précédente vidéo. Ma véritable voix, les amis, celle qui me correspond le mieux, c'est clairement la voie Georges Pompidou à Paris, au bord de la Seine, surtout la partie piétonne entre le quai des Tuileries et le quai Henri IV. J'adore m'y promener. C'est vraiment un endroit très ressourçant pour moi, voilà. Je suis très heureux d'avoir pu partager cette information avec vous. Merci encore infiniment d'avoir pris de votre temps pour regarder une de mes vidéos, vous savez à quel point ça me touche à chaque fois. Et n'hésitez surtout pas à aller jeter un coup d'œil à Audible, c'est une app que j'utilise tous les jours, et vraiment c'est ultra quali ce qu'ils font. Je me permettrais pas d'insister à ce point là si j'aimais pas autant. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut Internet.